Bonjour, c'est Dimanche en politique. Nous sommes ensemble pendant un peu moins de 30 minutes. La question de l'émission que vous allez voir s'afficher régulièrement, Harkis, deux points oubliés de la République. C'est la question de l'émission. Trois invités sur ce plateau avec nous pour y répondre. Jeanne Ettari, bonjour. Vous êtes présidente de l'association Mémoire, Unité, Dignité des rapatriés d'Algérie. Ali Amran, bonjour. Vous êtes président du collectif des associations de Harkis des Alpes-Maritimes. Et puis Agnès Rampal. Bonjour, vous êtes adjointe au maire de Nice, déléguée aux rapatriés, vous êtes conseillère régionale PACA. Alors, avant d'entamer la discussion et le débat, on va faire un rappel historique signé Marc Brucker. Qui sont les Harkis? Pendant la guerre, le mot désignait des auxiliaires d'anciens supplétifs de l'armée française. En Algérie, ils servaient dans une formation paramilitaire, une harka, mouvement en arabe. Pour beaucoup, ils étaient issus d'un monde paysan, parfois miséreux. L'armée leur proposait uniformes, armes, petites soldes, mais sans les intégrer vraiment. Au cours de la guerre, ils ont trouvé la mort par milliers. Et après la guerre et la signature des accords d'Évian, les Harkis restés en Algérie furent accusés par le FLN de collaboration avec le colonialisme en 1962. Souvent, ils furent l'objet de représailles, parfois même de cruelles tortures et d'emprisonnement. 16 000 Harkis, toutes générations confondues, vivraient aujourd'hui dans les Alpes-Maritimes. Il serait encore près de 30 000 dans le Var. Les Harkis, rapatriés en France, ont souvent eu le sentiment d'être les oubliés d'une république ingrate à leur égard. Et la blessure demeure à vif, même si la responsabilité de l'abandon des Harkis et des massacres ont été officiellement reconnus en septembre 2016 par cette même république. Voilà, alors on va parler bien sûr du présent, mais pour comprendre le présent, il faut évoquer bien sûr ce qui s'est passé dans le passé, notamment cette vie dans des camps qui est importante avec tout ce que ça peut impliquer comme déscolarisation, notamment au niveau des enfants. Est-ce que toutes les difficultés d'insertion viennent de là? Votre avis à tous les trois, Jeanne Ettari? Oui, bien évidemment, j'en suis persuadée que la déscolarisation dans les camps a été pour les Harkis et pour aujourd'hui leurs enfants un grand échec scolaire et un grand problème donc d'intégration sociale, d'où cette carence, on va dire, dans l'instruction malheureusement, qui fait qu'aujourd'hui c'est très difficile pour eux de trouver un emploi. Et moi je le vois tous les jours, et tous les jours ils viennent me voir pour me dire aide-nous, on a besoin d'emploi pour vivre. N'oublions pas que les Harkis ont une moyenne d'âge d'entre 50 et 60 ans maintenant, et qui pour souvent certains ont eu des accidents de la vie, et ils sont pour la plupart demandeurs d'emploi. Alors, Ali Amran, les images qu'on a vues, ça concerne bien sûr surtout les Harkis de première génération. Est-ce que ces cicatrices dont on parle, notamment en matière de scolarisation, de difficultés d'insertion, on les retrouve également au niveau des autres générations? Est-ce que ça vient de là aussi, de ces difficultés? Oui, tout à fait. Le fait d'avoir parqué les familles de Harkis dans les hameaux de forestage, et d'abord dans les 6 camps de transit, sachant qu'il y a eu 75 camps, 6 camps de transit et 69 hameaux de forestage, toutes ces familles-là étaient éloignées de la ville, loin de la scolarité, loin par la suite de la formation professionnelle, pas d'aide du tout à l'aide aux devoirs puisque nos parents étaient illettrés, ne pouvaient pas faire leurs devoirs aux enfants quand ils rentraient de l'école. Tout ce qui était formation, c'était très difficile puisque les parents, fallait qu'ils payent pour les formations pour leurs enfants, pour la formation professionnelle, comme aujourd'hui, et les moyens financiers étaient très réduits dans les familles puisqu'il n'y avait que le papa qui travaillait à l'époque, les mamans ne travaillaient pas. Concernant la scolarité, c'était très difficile parce qu'on était aussi marginalisés, puisqu'il y avait même dans certains camps l'école sur place. Alors ils n'avaient pratiquement aucun contact avec l'extérieur. Nous, à Montsartou, moi j'ai eu la chance d'aller à l'école de la République à Montsartou, mais nous étions quand même à 3 km du village. Nous allions à l'école à pied. Et si on n'allait pas à l'école, eh ben, personne ne pouvait nous amener en voiture ou en minibus. Les minibus sont mis en place tardivement par la commune de Montsartou. Et malheureusement, l'échec était là aussi parce qu'il n'y avait pas de suivi scolaire après l'école. Alors Agnès Rampal, on vous a invité aussi parce qu'on va parler un peu plus tard dans l'émission des emplois qui sont réservés par la métropole et par la région PACA. Aujourd'hui, vous êtes adjointe au rapatrié à la mairie de Nice. Est-ce que les cicatrices de ce qui s'est passé, de ce qu'on vient de voir dans ce petit résumé, vous les sentez toujours aujourd'hui? Écoutez, je suis moi-même rapatriée. Je peux vous dire que les cicatrices, elles sont là. En 1962, il n'y avait pas de psychiatre pour nous attendre, qui nous accueillait. Il n'y avait pas de cellule de parole. Et nos familles ont dû faire face, ont dû s'installer, recréer une nouvelle vie.
Il est vrai que nous, les rapatriés, nous n'étions pas parqués dans des camps, et ça a déjà été très difficile pour nombre d'entre nous. Donc j'imagine l'horreur qu'ont vécu nos frères harkis dans ces camps isolés, parqués, loin des collectivités, où effectivement ils étaient entre eux et ne pouvaient absolument pas participer aux écoles, à la vie citoyenne. C'est terrible. Ce sont des cicatrices terribles, et ce sont des cicatrices justement sur lesquelles il faut à présent essayer de faire de bonnes choses. Alors on va avancer, donc on va essayer de voir justement les conséquences dans le présent de ces cicatrices du passé. On a tourné un reportage autour de votre association, Madame Ettari, donc qui s'appelle Mémoire, Unité, Dignité des rapatriés d'Algérie. On va voir ce reportage tout de suite, on en discute après. Francis Mallory, Alexandre Dequitte. Ça c'est ma maman, ça c'est moi, avec mes frères et sœurs que j'ai élevés, j'avais à peine 6 ans. Donc, après la guerre d'Algérie, en 62, on a été parqués dans des camps comme cela. C'est-à-dire que pour le sang versé et avoir choisi la France, et avoir été exilé, avoir perdu ses terres, comme ça a été le cas pour mon père, et pour toute ma famille, on a vécu dans ces camps. Un abandon et une blessure qui a du mal à se refermer. Ça ne peut pas se refermer, c'est impossible. Elle va, si on veut se refermer légèrement, mais elle peut s'ouvrir d'un coup, elle peut s'ouvrir une blessure. Vous savez, c'est une cicatrice. Une cicatrice, le moindre choc peut l'ouvrir. On ne peut pas dire qu'elle se referme, c'est impossible. On paye un lourd tribut, nous les enfants de harkis. C'est terrible ce qu'on a vécu, déjà enfants, adultes. On n'a jamais trouvé nos places nulle part, justement parce que on a cette souffrance qui a été portée par nos parents et qui nous a été transmise. Et même parfaitement intégrée, génération après génération, les doutes persistent. Quand j'étais au lycée, il y avait des Algériens dans ma classe et on me disait t'es de quelle origine? Et je disais je suis français, mais d'origine arabe. Ils me disent ton père il a vécu en France et tout ça. Je dis non, à 6 ans il venait en France. Il me dit mais du coup c'est un harki. Et je sais pas si je devais dire oui ou non. Parce que je savais pas encore le regard des gens même là, pour dire je savais pas ce qu'ils allaient ressentir quoi. Si avec le temps les cicatrices ont tendance à s'estomper, plus de 55 ans après, elles restent bien visibles. Donc voilà, c'est les deux cousins qui sont... Alors Jeanne Ettari, on vous voit donc dans ce reportage, parce que c'est votre famille là qu'on voit. Quand vous dites, il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce reportage, vous dites que, je ne sais pas si c'est vous, il y a quelqu'un qui dit que la souffrance elle se transmet. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est moi qui l'ai dit, c'est-à-dire comment voulez-vous que nous, les enfants de harkis, grandissons dans des camps où nous avons connu l'abandon, nous avons connu le froid, ce manque d'éducation, et des parents qui sont complètement vulnérables parce qu'ils sont illettrés, savent lire ni écrire. On est devenus parents avant l'âge parce qu'on remplissait nous-mêmes les papiers de nos parents. Comment voulez-vous qu'on grandisse dans le regard d'un père exilé, dans le regard d'un père abandonné, d'un soldat, d'un grand soldat qui lui est issu aussi de l'armée d'Afrique par ses aïeux qui ont combattu pour la France et qui ont fait le prestige de la France. L'armée d'Afrique a fait le prestige de la France également. Et il est vrai que comment voulez-vous que moi, fille de harki, je grandisse dans le regard de mon père qui me dit j'ai tout laissé, mes terres, ma famille, mes vignes, pour me retrouver dans un camp de harkis, dans un hameau forestage où nous étions quand même une 50aine de familles sur 40 mètres carrés. Moi, je suis née dans un camp, j'ai grandi dans un camp, je suis sortie à 14 ans de ce camp. Comment vous voulez qu'un enfant se structure dans le regard d'un père et d'une mère dans la souffrance? Cette souffrance, elle est véhiculée, on est imprégné de cette souffrance, on grandit avec, on la mange tous les jours et on la mange encore aujourd'hui. Alors c'est justement la question, hein, c'est aussi un peu pour ça qu'on fait cette émission, je vais vous la poser à tous les deux. Il faut également avancer, hein, je sais que ça peut vous choquer de dire ça, mais est-ce qu'à un moment il ne faut pas aussi passer à autre chose, Ali Amran? Est-ce qu'il n'y a pas finalement une insertion qui doit se faire? Moi, je ne parlerai pas d'intégration ou d'insertion. On est français à part entière, puisque nos parents ont choisi... L'Algérie était déjà un département français. Nos parents sont repassés devant un juge pour réacquérir la nationalité française, parce qu'on les avait destitués déjà de la nationalité française. Il a fallu qu'il obtienne encore une deuxième fois. Moi, je ne parlerai pas d'intégration ou d'insertion. On est français à part entière. On n'a pas eu les mêmes chances et au même pied d'égalité que le français Dupont ou Durand. Mais c'est vrai qu'il y a des enfants de harkis, des filles et des garçons, qui sont avocats, qui sont chefs d'entreprise, qui sont dans tous les domaines, on les retrouve. Malheureusement, certains n'ont pas pu acquérir toutes ces compétences-là. Aujourd'hui, on est en train tous de se battre pour essayer de régler ce problème-là, d'abord de l'emploi et du logement.
ensuite de cette reconnaissance que les différents gouvernements français n'ont pas su, ils n'ont pas eu le courage de le faire. Nous avons eu la chance avec M. Sarkozy qui avait fait un premier pas, ensuite M. Hollande en 2016 qui avait tenu ce discours important pour la communauté harki. C'était il y a un an, et on va en reparler de ça. Juste, on va un petit peu avancer dans l'émission. Okay. Agnès Rampal, je vous posais vous aussi cette question. Est-ce qu'il n'y a pas... On n'est pas aujourd'hui comme il y a 40 ans quand même? Non, mais justement, c'est devant ce constat que les enfants de harki ont souffert plus que les autres de cette mauvaise insertion dans la société, que nous avons été alertés par des associations de harki du Var, des Bouches-du-Rhône pendant la campagne des régionales, que nous les avons rencontrés avec Christian Estrosi et que nous nous sommes dit il faut faire quelque chose pour aider. C'est vrai que l'État avait fait passer de nombreuses mesures pour aider les harkis et que les emplois réservés, ça a été fait depuis 1983, mais que force est de constater que ça n'avait pas réglé tous les problèmes. Et c'est pour ça que Christian Estrosi, Renaud Muselier aujourd'hui, ont souhaité qu'à la région, nous gardions un certain nombre d'emplois pour nos frères harkis, pour essayer justement de sortir les familles qui sont encore en difficulté. Madame Ettari, Jeanne Ettari ? Oui. Là aussi, on vous voit dans le reportage. Hein, donc, quand on voit le reportage, c'est vrai qu'on a envie de vous poser la question, est-ce qu'à un moment, il ne faut pas un petit peu essayer d'oublier ? Mais bien sûr qu'il faut oublier, non. On ne peut pas oublier. On a une empreinte, c'est la guerre d'Algérie. Nous avons quand même une histoire, une mémoire. Mais il faut se construire avec cette mémoire, avec cette souffrance. Vous savez, nous, dans les camps, on nous a appris la résilience. La vie nous a appris la résilience. Et c'est avec cette résilience qu'on s'est construit. Et c'est grâce à cette résilience qu'aujourd'hui, moi, j'avance. Cette résilience a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que moi, je dis que c'est l'éducation qui m'a sauvée. L'éducation m'a sauvée parce que dans les camps, on apprenait beaucoup à lire toute la journée, à l'ombre donc d'une bougie. Et on savait que les livres nous sortiraient de là. Moi, je l'ai très vite compris. Et il est vrai qu'aujourd'hui, moi, je salue ces emplois réservés que la région et la métropole et la ville de Nice nous tendent. C'est une main tendue. Comment peut-on refuser, comment peut-on débattre des emplois réservés alors que moi, tous les jours, je vois des enfants de harki qui viennent me dire « Jeanne, tu es présidente d'association, aide-nous à faire vivre nos familles. » Il ne faut pas oublier que les garçons, hein, moi, personnellement, j'ai beaucoup vu d'enfants de harki garçons qui étaient en grande souffrance parce qu'il y a eu des divorces, il y a eu de retours dans les familles, souvent avec leur maman qui est veuve, et qui n'ont plus de travail parce qu'ils se sont déplacés géographiquement au niveau national. Qu'est-ce que je peux leur proposer? Alors, avant de passer aux emplois réservés, on va faire une dizaine de minutes là-dessus. Ce sera les 10 dernières minutes de l'émission. Je voudrais qu'on aborde aussi un thème, puisque vous l'avez abordé, Monsieur Amran. La question de l'émission, c'est quand même oublié de la République. Alors, la République, à qui certains continuent de rappeler son devoir de mémoire, hein, parmi les associations, c'est le cas d'un fils de harki qui vient de lancer une pétition pour lancer le camp où il a grandi à Valbonne, puisque le terrain va peut-être être vendu à un promoteur immobilier. Nathalie Aleni lui a posé 3 questions. Regardez et écoutez. Pourquoi cette pétition? Il faut absolument que ce lieu devienne un lieu de recueil, un lieu de mémoire, et que rien ne soit construit dessus. La France a-t-elle accompli son devoir de mémoire? M. Hollande et M. Sarkozy ont reconnu publiquement les erreurs de l'État français. Il y a trop peu d'actions et d'actes qui ont été réalisés. Donc ils n'ont pas pu, n'ont pas su, n'ont pas voulu. Ils ont fait semblant, mais l'essentiel n'a pas été fait. Que reste-t-il à faire? Il reste la réparation. La réparation pour mettre en confiance nos enfants, la 3e et 4e génération, pour leur diriger un espoir de manière à ce que à aucun moment ne puisse se présenter un prétexte de haine sous prétexte justement que la République n'ait pas donné à nos enfants de l'amour. Voilà, alors on passe 5 minutes là-dessus, ensuite on passe aux emplois réservés. Je voudrais qu'on voit un tweet également de François Hollande, c'était donc il y a un peu plus d'un an, c'était en septembre 2016. Je reconnais la responsabilité des gouvernements français dans l'abandon des harkis et le massacre de ceux restés en Algérie. Vous en parliez, Monsieur Amran, c'était le 25 septembre 2016, dans le cadre de la journée d'hommage national aux harkis, donc double responsabilité, l'abandon en France et également la reconnaissance du massacre de ceux restés en Algérie.
Vous aviez l'air de dire tout à l'heure que ce n'était pas forcément suffisant. Pour quelle raison? C'est pas suffisant parce que d'abord, 55 ans après, vaut mieux tard que jamais, vous me direz, c'était un combat de longue haleine de toutes les associations, quelles qu'elles soient, au niveau national. C'est pas assez parce que sa déclaration est importante, oui, mais souvenez-vous, en 1995, Jacques Chirac pour les enfants de déportés, pour le Veldiv, il y a eu une loi aussi qui a été reconnue. Là, il n'y a pas eu de loi encore. Là, il n'y a pas encore eu de loi, justement. On va en parler, mais il n'y a pas eu de loi encore. Mais ce message est très important parce que c'est déjà une perche tendue au gouvernement actuel pour préparer justement un projet de loi pour réparation, parce qu'il y a eu des préjudices moraux, il y a eu des préjudices physiques, de la détresse, et nous attendons cette réparation à travers une loi. Voilà, parce que le problème, pour que tout le monde comprenne, c'est qu'effectivement, c'est une déclaration d'intention du président Hollande. Après, vous, ce que vous demandez, c'est qu'il y ait une loi, c'est-à-dire que ce soit bétonné dans une loi qui pourrait entraîner justement des réparations qui peuvent être des réparations matérielles. Est-ce que c'est ça qui vous manque, Jeanne Ettari? Oui, moi j'ai salué vraiment cette déclaration parce que ça nous a fait du bien. De le dire publiquement, ça nous a fait du bien pour la raison suivante. Moi, quand j'ai l'impression d'avoir vécu une réparation, donc pour moi c'est une réparation morale déjà, de l'avoir dit publiquement et que nos pères et nos mères l'aient entendu. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cette déclaration? Il va falloir la sculpter. Il va falloir en faire un beau symbole qui est la reconnaissance et la réparation du drame et de la tragédie et de l'abandon des harkis. Si on arrive avec cette déclaration à en faire vraiment une réparation matérielle, morale et bienfaitrice pour la communauté harki, on est preneur, hein. Mais pour ça, il faudrait qu'il y ait une loi qui soit votée. Et on l'attend impatiemment sur le plan national. Parce que des déclarations, on peut en faire autant qu'on veut. Faut-il encore qu'elles soient mises en application? Alors, je précise qu'il y a un projet de loi qui a été déposé là récemment, c'était au mois d'octobre, par 2 députés, Fabrice Brun, qui est député de l'Ardèche, et Guy Tessier, qui est député des Bouches-du-Rhône. Après, on attend, parce que des propositions de loi, il y en a eu pas mal. On va voir ce que ça devient. On passe donc au dernier thème de l'émission, mais qui va nous occuper pendant une bonne dizaine de minutes parce que c'est important, c'est la question des emplois réservés. Donc vous l'avez dit, c'est à la métropole, c'est à la région PACA, c'est aussi dans d'autres endroits. C'est prévu par la loi, c'est des emplois à la métropole, en tout cas de catégorie B et C, sans concours ni condition d'âge. Les explications dans ce reportage d'Hugues Nicolas et de Richard de Silvestro. Les difficultés d'insertion rencontrées par la première génération et leurs descendants sont toujours perçues comme de la discrimination et l'annonce de la métropole Nice-Côte d'Azur n'y change rien. On a entendu tellement de choses, il n'y a jamais rien qui a été fait, donc pour nous c'est du vent, il n'y a rien qui va se passer, ou des petites choses, ou juste pour dire ben, on leur donne ça, comme ça au moins ils nous laissent tranquilles, et puis voilà quoi. Des postes accessibles aux enfants de harkis sans concours ni condition d'âge. Des emplois publics dont le nombre sera défini chaque année par un comité de pilotage. Un traitement préférentiel qui pose question. Ces emplois réservés existent depuis très longtemps dans la fonction publique, sans qu'il s'agisse de harkis ou de quoi que ce soit d'autre. Ça vise au départ plutôt les personnes handicapées ou à mobilité réduite. Donc de toute façon, la discrimination positive dans notre droit, sans que le terme soit utilisé, existe depuis déjà longtemps. Les postulants doivent simplement s'inscrire sur un listing d'aptitudes prioritaires. La métropole Nice-Côte d'Azur est ainsi la première de France à réserver des emplois aux enfants de harkis. Alors, d'abord, une question. Agnès Rampal, j'ai reçu une question par Internet. C'est une association que vous devez connaître qui s'appelle Harki Honneur Histoire. La personne qui m'a envoyé ce mail me pose cette question qui est vraiment très précise. Il me dit que ça ne s'adresse pas aux harkis de 3e génération, ça ne s'adresse qu'aux harkis de 2e génération. Est-ce que c'est exact? Alors ça, c'est vrai. La loi telle qu'elle a été votée parle des enfants de harkis. Donc nous, notre souci aujourd'hui, c'est déjà de sortir les enfants de harkis, la génération 2, de la difficulté. Mais à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous avons également enclencher un accompagnement pour la formation. Et ça peut intéresser la génération d'après. Il faut que les plus jeunes soient accompagnés, valident des diplômes, etc. Et que nous puissions les faire monter, les sortir de cette spirale qui les maintient vers le bas. Donc ça, c'est autre chose et ça va vers la génération d'après. Mais les emplois réservés, comme le dit la loi, c'est la génération des enfants de harkis.
Alors, il y a je ne sais pas si c'est forcément un débat entre vous, mais en tout cas, vous avez des nuances. Certaines associations des harkis sont satisfaites par ces mesures, d'autres disent que ce n'est pas suffisant, pardon. Donc, on va essayer de débattre là-dessus. Jeanne Ettari, est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire encore plus? Faire encore plus, bien sûr, mais déjà, au niveau de notre région, on commence à travailler là-dessus. C'est une porte ouverte. Moi, je souhaiterais que la région PACA, la métropole, la région, notre région, soit le pilote maître des emplois réservés sur le plan national. Si tous les présidents de région pouvaient tous s'y mettre, on irait mieux, on irait beaucoup mieux. Ça, c'est une forme de réparation. Oui, moi, je rejoins le président, M. Hollande de l'époque, qui a annoncé cette déclaration. C'est une marche vers la reconnaissance et la réparation également. Parce qu'avoir un emploi aujourd'hui, pour les enfants de harkis, c'est très, très difficile. Et il ne faut pas oublier qu'ils ont tous des familles donc, à faire vivre. Et c'est vrai que nous, au niveau de la région, on est ravis. Si on peut embaucher 10-15 enfants de harkis sur des postes de fonctionnaires, mon Dieu, on est preneurs, mais qui pourrait dire non? C'est absurde. Ali Amran, vous avez parlé de mesures pas suffisantes, voire même de mesurettes. Qu'est-ce que vous entendez par là? Tout à fait. Moi, je suis au conseil d'administration de l'ONAC, actuellement dans les... Attendez, l'ONAC, c'est quoi? C'est l'Office national des anciens combattants, qui se trouve à Nice, où je siège pour 4 ans. J'ai été élu pour 4 ans. Il y a actuellement 35 enfants de harkis, filles et garçons, inscrits dans ce dispositif qui dépend du ministère des Armées, qui a été voté dans le plan d'action de 2014-2015 par le gouvernement Hollande. À ce jour, le problème qui se pose, moi je vais parler de la métropole de Nice, on reviendra après à la région. Il y a déjà des enfants de harkis qui travaillent à la ville de Nice, voire des petits-enfants. Certains ne sont pas encore titulaires ou ils ne sont qu'en contrat précaire. Pour moi, un contrat de 18 heures par semaine, il faut d'abord titulariser ces emplois-là. Ensuite, on pourra parler d'emplois réservés, mais je ne peux être que favorable si on arrive à réduire le problème des demandeurs d'emploi de notre communauté. Le problème va se poser au niveau des autres communautés, des autres populations, parce qu'on nous a appelés. On nous a dit, c'est quoi encore cette mesure? Vous voulez faire encore de la discrimination positive? Alors, il y a effectivement ce problème auquel Agnès Rampal va répondre. Au niveau national, il y a une loi, il y avait un plan harki qui avait également été voté. Il y a beaucoup d'associations de harkis qui disent, attention, ça ne correspond pas à ce qu'on demandait, parce que par exemple, dans certains emplois, il faut le bac, et il y en a beaucoup qui n'ont pas le bac, donc on est un petit peu coincé. Voilà, c'est une problématique qui est générale, qui n'est pas seulement liée à la métropole. Qu'est-ce que vous répondez, Agnès Rampal, à ce que vient de dire Ali Amran? Ben écoutez, pour ce qui est des enfants de harkis qui sont déjà dans la fonction publique, mais heureusement qu'il y en a, si certains ne sont pas titularisés, eh ben ils le seront. Et là, alors là, pour le coup, nous, collectivités, on ne peut pas faire une préférence pour un enfant de harki vis-à-vis d'un autre contractuel. Là, il y a des façons de passer, il y a un accompagnement pour passer des concours, il y a des choses qui doivent être faites, et j'espère que nos enfants de harki, qui sont déjà des contractuels, pourront rapidement acquérir le statut de fonctionnaire. Il s'avère que la loi a créé ces emplois réservés, que cette loi qui a été créée, les emplois réservés depuis 1983, n'a pas réussi à éponger toutes les difficultés. Aujourd'hui, vous dites que c'est une mesurette. Ben oui, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Les collectivités territoriales, en l'occurrence la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la métropole Nice-Côte d'Azur, et je peux vous annoncer que lundi, j'aurai l'honneur de présenter cette délibération pour la ville de Nice. Les collectivités territoriales vont ouvrir cette possibilité d'emploi réservé. Alors, je crois qu'on va être très simple. Je vais vous donner l'exemple de la région. La région a ouvert cette possibilité pour ses lycées, 192 lycées, 5000 postes. Chaque année, la vacance des postes se situe entre 50 et 80 postes. Bien sûr, en priorité, sont titularisés les emplois qui sont avec du personnel qui est déjà là. Il va rester une vingtaine de postes. Et là, tout le travail du service des ressources humaines, c'est de mettre en équation les demandes d'emploi de harkis qui ont un passeport de l'ONAC, les postes vacants,
de voir si les compétences correspondent, si les lieux correspondent, parce qu'il n'est pas non plus question de faire travailler au bout des Alpes-Maritimes quelqu'un qui habiterait dans les Bouches-du-Rhône. Et nous avons pu ainsi insérer 6 postes. Alors, et chaque année, ça va se renouveler. Je vous coupe parce qu'il reste très peu de temps d'émission. Il y a une dernière question que je voudrais qu'on aborde, parce que là aussi, quand on fait des recherches là-dessus, c'est quelque chose qu'on trouve assez souvent. Alors, il y a beaucoup de harkis dans la région, hein, mais il y a d'autres régions où il y en a moins. Il y a beaucoup de questions qu'on trouve sur Internet par rapport à ces emplois réservés. Pourquoi ne pas réserver à ce moment-là aussi des emplois à des fils d'Algériens morts dans la lutte pour l'indépendance? Qu'est-ce que vous répondez à ça, Madame Ettari Ali Amran? Les Algériens, vous pouvez répéter votre question? La question, c'est pourquoi ne pas également réserver des emplois à des fils d'Algériens qui sont morts dans la lutte pour l'indépendance en Algérie? Et qui sont de nationalité algérienne ou qui sont binationaux? Non, s'ils sont ici, ils peuvent être de nationalité française. Non. La question, c'est est-ce qu'il n'y a pas un risque de communautarisme dans tout ça? Ali Amran et Agnès Rafal. Il y a toujours eu un risque de communautarisme. Dès le moment où on parle d'emplois réservés, mais à un moment donné, si les hommes politiques et femmes politiques de notre département et de notre pays, la France, octroie des postes réservés à notre population, à notre communauté, c'est que d'abord on le mérite à un moment donné, et ce que peut-être les Algériens, leur gouvernement ne font pas, ils viennent le chercher ici, mais personnellement, mon père, il s'est battu pour la France, il ne s'est pas battu pour l'Algérie. Alors, est-ce que vous avez l'impression, Agnès Rafal, un peu pour conclure cette émission, je vous donne la parole à tous les trois, que cette insertion, elle va arriver à se faire? Mais bien sûr, bien sûr. Écoutez, venir au service des plus faibles, c'est quand même la noblesse du politique. Je crois qu'en faisant cela, on va essayer et on va y travailler, et chaque année, dans nos 3 collectivités, et bon sang, si ça pouvait servir d'exemple, et si d'autres collectivités pouvaient nous suivre, je peux vous dire que le problème des enfants de harkis, eh bien, quelque part, il pourrait être résolu maintenant assez vite, et que ça serait tout à l'honneur de la France. Même voilà. Question à tous les deux. Pour le présent, on sait qu'il y a des cicatrices du passé. Pour le présent, est-ce que vous êtes confiant, Jeanne Ettari? Je voudrais simplement revenir sur 2 petits points. Je suis d'accord avec M. Amran sur les contractuels, de régulariser sur le plan national tous ces contrats précaires qui n'ont pas lieu d'être, évidemment. Je rejoins également Agnès sur les emplois réservés, mais je voulais aussi revenir, et précieusement, sur les Algériens qui aimeraient aussi avoir des emplois réservés. Moi, je dis non. Parce que moi, et ma mémoire et celle des nôtres, on n'a pas été parachutés. On n'est pas là par hasard, nous avons une belle histoire derrière nous, nous avons une belle mémoire. Et donc, pour moi, il n'y a pas lieu d'être à ce que les Algériens aient des emplois réservés et on va dire qu'on stigmatise donc les harkis et les Algériens dans la mémoire. Très rapidement, Ali Amran, c'est important pour votre avis pour l'avenir, optimiste? Moi, je suis optimiste, parce que je souhaite que le problème de l'emploi soit réglé pour tous les enfants de harkis qui ont les compétences, et ceux qui n'ont pas de formation, qu'on leur donne les moyens financiers pour faire des formations. Et je souhaite que la métropole de Nice et le conseil régional travaillent avec l'Office national des anciens combattants et les associations qui sont à l'écoute des enfants et de ces demandeurs d'emploi que nous avons à défendre et à représenter au niveau des postes qui sont à acquérir. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. C'est un débat complexe, hein, mais merci en tout cas de nous avoir donné votre avis. La semaine prochaine, vous retrouverez Nathalie Layani. Très bel après-midi sur France 3. À bientôt. Au revoir.